sont effectivement libres et égaux en droit et en devoir. Mais pour ce faire, les magistrats doivent observer l'éthique et la déontologie qui sont au cœur de leur métier. Ils doivent aussi faire preuve de responsabilité dans la mission qui est la leur, qui consiste à juger leurs semblables en ayant pour seule référence la loi qu'ils sont censés appliquer. Au cours des assises de ce Conseil, des nominations et des affectations sont décidées. Ces mouvements doivent viser essentiellement deux objectifs. D'abord, le renforcement des cours d'appel en ressources humaines, en innommant les magistrats les plus anciens et en mettant fin à la répartition des conseillers entre plusieurs chambres spécialisées qui étaient une source de leur paralysie. Ensuite, une bonne gestion de la carrière des magistrats. En effet, ces affectations doivent consacrer la nomination de magistrats de la même promotion aux différents postes de responsabilité, les présidents, les procureurs et les vice-présidents des tribunaux de grande instance. Au niveau des tribunaux d'instance, les présidents et les procureurs délégués doivent également pouvoir être de la même promotion. J'engage et exhorte les magistrats qui seront nommés et tous les autres à toujours plus de sens de responsabilité, de conscience professionnelle, de professionnalisme et de respect de l'honneur et de la dignité de la fonction. Pour terminer mes propos, je voudrais encore rappeler que mon vœu le plus cher pour nos concitoyens, conformément au programme sur la base duquel j'ai été élu, est l'instauration de la bonne gouvernance en milieu judiciaire, c'est-à-dire une justice de qualité, une justice juste, équitable et impartiale, respectueuse des droits et libertés de chaque citoyen. Bref, une justice qui rassure les citoyens honnêtes en même temps qu'elle traque les délinquants, grands ou petits, riches ou pauvres. Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République en qualité de premier magistrat dans sa fonction de garant de l'indépendance de la justice. Siègent à ce conseil le ministre de la Justice, les présidents des hautes juridictions et les membres. La journée d'hier, 3 août 2022, a marqué la célébration du 102e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À l'occasion, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a offert un dîner de gala. Plusieurs prestations culturelles et artistiques ont marqué les temps forts de la cérémonie. À l'occasion toujours de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance de notre pays, une course épique dénommée Coupe du président de l'Assemblée nationale a été organisée hier après-midi à Dosso, le compte-rendu de Haris Garba. En cet après-midi du 62e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger le 3 août 2022, l'hippodrome de Dosso a accueilli une impressionnante course de chevaux dénommée Grand Prix du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Seni Oumarou, venu spécialement à Dosso pour honorer cet événement. Les populations de Dosso et les autorités administratives et coutumières autour du haut représentant du président de la République, M. Foumakoy Gado, des membres du gouvernement, des députés nationaux, ont réservé un accueil chaleureux au président de l'Assemblée nationale. Il faut retirer. Il faut que vous accélérez un peu. Voilà.
Laissez le président Seyni Omar. Vous avez raison. Il n'y a pas de développement sans culture. Pour la cohésion, fraternité et solidarité. Il est là aussi pour le rayonnement de la culture. Un déplacement salué par le président de la Fédération nigérienne des sports équestres, car cette année, cette course de chevaux a brillé par la participation des pays comme le Nigeria, le Burkina Faso, le Cameroun et le Tchad. Sans risque de nous tromper, nous pouvons affirmer que l'exécutif et la représentation nationale sont aussi conscients de ce que représente dans notre pays cet animal noble qu'est le cheval. Nous souhaitons, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le haut représentant du Président de la République, Monsieur le ministre des Sports, que les courses de chevaux puissent avoir le même traitement fait à la lutte traditionnelle. Le moment tant attendu de tous était sans nul doute ces compétitions des courses épiques débutées par le prix des ministres de la région de Dosso d'une distance de 2000 et 1600 mètres. Et c'est le cheval Toubal 5 de M. Bouré-Mabana qui a pris la première place, suivi du cheval Toubal 3 du même propriétaire. En ce qui concerne le prix du haut représentant du président de la République, c'est le cheval Gaudier Allah de Zainab Karim Lamine de Niamey qui a remporté le premier prix d'un montant de 1 million de francs CFA. Pendant ce temps, le deuxième prix raflé par le cheval Neymar de Tawa gagne une enveloppe de 600 000 francs CFA. Le véritable temps fort de cette course épique est incontestablement le Grand Prix du président de l'Assemblée nationale qui a opposé 22 chevaux de race Arewa. Et c'est le cheval Sarap des Zender qui a remporté ce Grand Prix du président de l'Assemblée nationale. Le lauréat a été récompensé d'un véhicule et d'une coupe. Prix remis par le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou. Le deuxième prix est allé au cheval numéro 20, dénommé Kartaou de Abdelaziz Altine de Niamey, et remporte une enveloppe de 1 million de francs CFA. Un des temps forts de ce Grand Prix était la réception par la Fédération nigérienne des sports équestres de Niamey d'un véhicule offert par le haut représentant du président de la République, M. Foumakwe Gado. En somme, ce Grand Prix du président de l'Assemblée nationale a été une véritable réussite. Et après cette course hippique, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, en partance pour Niamey, a rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, Djamo Komedanda Sédou. Suite de cette édition, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a reçu en audience ce jour en fin de matinée la chef de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Niger, Denisa Elena Ionet, en fin d'émission. La chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Mme Denisa Elena Ionete, en fin de mission est venue exprimer au président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, ses remerciements et toute sa satisfaction pendant ces 4 années au Niger. C'était ma visite de revoir au président de l'Assemblée nationale, une des grandes institutions de la République du Niger. Ça fait bien sûr partie de l'usage diplomatique et protocolaire, mais en même temps, c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je suis revenue ici, car je garde toujours en esprit, dans la mémoire, la période électorale qui a conduit à la constitution de l'Assemblée nationale, une période qui a été tellement importante pour le Niger et pour les Nigériens. J'ai profité aussi pour exprimer ma satisfaction pour la façon dont l'Union européenne a pu collaborer pendant ces 4 ans avec l'Assemblée nationale. Nous avons eu une première session de dialogue politique déjà en 2019, centrée sur la question de la gouvernance et de l'appui budgétaire. Et on a continué, entre autres, avec une rencontre dont je me souviendrai toujours avec les femmes parlementaires, quelques jours après l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Mais nous avons aussi d'autres éléments à développer dans l'avenir, notamment pour continuer l'appui aux institutions nationales dans le cycle électoral, car si on a réussi les élections de 2021, il faut toujours
préparer celle de 2024-2025. Là-bas aussi, l'Union européenne a un paquet important d'appui portant sur toutes les grandes institutions, la CENI, le Conseil supérieur de la communication, mais aussi appui au dialogue politique à travers le Conseil national de dialogue politique. Ces 4 années au Niger ont été, selon elle, ponctuées par des visites de haut niveau, témoignant de la qualité et de la profondeur de la relation entre Niamey et Bruxelles. Le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Ibrahim Natatou, a pris part à la réunion des ministres de l'Éducation du Sahel qui a pris fin lundi dernier à Nouakchott, en Mauritanie. Un communiqué final a sanctionné la fin de cette réunion. Le communiqué est lu ici par le secrétaire général du ministère tchadien de l'Éducation nationale. 1. L'adoption d'une feuille de route pour la mise en œuvre et le suivi des engagements du sommet de Nouakchott. La feuille de route adoptée couvre la période allant d'août 2022 à février 2023 avec des cibles spécifiques et datées, reprenant les étapes clés du travail préparatoire qui devra être accompli au cours de cette période pour une mise en œuvre rapide et efficace des principaux engagements pris lors du sommet de Nouakchott. 2. La création d'un institut de l'éducation des pays du Sahel et du Sahel. Après avoir approuvé sa note conceptuelle, les ministres de 5 pays décident de la création d'un institut pour l'éducation au Sahel et du Sahel, dont le siège sera en Mauritanie et qui sera au service de la transformation des systèmes d'éducation dans les pays du Sahel et dont la vocation sera d'appuyer ces pays en matière de formation des formateurs et des enseignants, d'amélioration de la gestion du système éducatif dans les pays du Sahel et d'assistance technique à ces pays, ainsi que la recherche et l'introduction des approches éducatives innovantes. De plus, cet institut facilitera les échanges entre les pays du Sahel et la concertation sur les problématiques communes en matière d'éducation. Les ministres demandent au gouvernement de la République islamique de Mauritanie, à travers le ministre en charge de l'éducation, d'entamer dès à présent et avec le soutien financier et technique de la Banque mondiale, les travaux de préparation du plan stratégique de l'Institut et les études nécessaires pour mobiliser son financement auprès de la Banque mondiale ainsi que sa réalisation. 3. La préparation conjointe d'un projet régional de développement de l'éducation au Sahel. Face aux défis communs constatés et qui font l'objet d'engagements pris lors du sommet de Nouakchott, les 5 pays du Sahel approuvent ensemble les grandes lignes et les contours du projet régional qui sera soumis au financement de la Banque mondiale et qui viendra faciliter et accélérer la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet de Nouakchott. À ce sujet, les ministres de l'éducation des 5 pays demandent à leurs collègues ministres de l'économie et des finances de transmettre une requête conjointe de financement du dit projet à la Banque mondiale. Les 5 pays feront un point sur la préparation de ce projet avec la Banque mondiale en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en octobre 2022. 4. La mise en place d'un cadre permanent de concertation et d'échange. En attendant que l'Institut du Sahel soit opérationnel, les 5 pays ont convenu de mettre en place le mécanisme institutionnel suivant. Groupe des ministres de l'éducation du Sahel qui se réunit au moins 2 fois par an, dont au moins une en présentiel et à tour de rôle dans l'un des pays membres. Comité des points focaux de l'éducation au Sahel qui se réunit trimestriellement en présentiel ou virtuel. Les ministres prendront les actes juridiques nécessaires pour formaliser la désignation de ces points focaux et un secrétariat technique qui, en attendant la mise en place effective de l'Institut du Sahel, sera assuré par la Direction des projets éducation-formation, DPEF, du ministère en charge de l'économie de la République islamique de Mauritanie. Ce cadre de concertation et d'échange
pourra bénéficier du soutien financier de la Banque mondiale, des pays membres et d'autres donateurs. Et puis dans le cadre de l'appui de l'État aux populations, le département de Ngourti, région de Difa, a bénéficié cette année d'importants investissements à l'endroit des populations et du cheptel, des actions bien appréciées par les autorités départementales de cette localité. Abdurrahman Boukari nous en dit plus. Situé à l'extrême nord-est du pays avec une superficie de 98 000 km² et une population estimée à 71 077 habitants, selon les projections démographiques 2012-2024, le département de Ngourti, une zone à vocation essentiellement pastorale, a cette année bénéficié d'une importante quantité d'aliments bétail dans le cadre de l'appui aux populations initié par l'État et ce à la grande satisfaction de l'ensemble des pasteurs, comme nous l'indique ici M. Maman Sagirou, préfet du dit département. Nous avons eu à peu près 1700 tonnes d'aliments bétail, essentiellement constitués du son de blé et du tourteau. Jusqu'à là même, nous avons un stock disponible pour la population. Et donc cela montre combien de fois l'État nigérien, n'est-ce pas, est engagé à accompagner les principales activités rurales de la population du Niger et de ce département en particulier. Hormis ces entrants accompagnés de la vaccination à grande échelle du cheptel, Ngourti a par ailleurs bénéficié d'une importante quantité de vivres, toute assistance confondue, ce qui du reste a permis de minimiser certaines souffrances liées à la période de soudure. De janvier 2022 à cette date, nous avons bénéficié dans le cadre de la vente à prix modéré d'abord, 4 phases, plus une 5e qui est en cours. Dans ces 4 phases-là, 3 phases étaient des phases de stock de 100 tonnes, 100 tonnes. Donc une des phases était une phase de 120 tonnes. Et cette dernière qui est en cours, c'est une phase même spéciale de 200 tonnes de vivres. Donc si vous faites le cumul, nous nous retrouvons avec plus de 600 tonnes de vivres pour le département de Ngourti. Maintenant, dans le cadre de la distribution gratuite, nous avons bénéficié de janvier à aujourd'hui de 3 phases de DGC, chacune de 150 tonnes, 150 tonnes. Et cette assistance de la part du gouvernement qui était prompte, ça a beaucoup permis, ça a eu un impact sur, en tout cas, la flambée des prix de première nécessité, surtout pour des localités comme Ngourti, que vous connaissez très bien, et nous vivons dans une zone très, très enclavée. La question d'enclavement, comme souligné ici par le préfet Maman Sagirou, reste et demeure la principale préoccupation que vivent au quotidien les populations de Ngourti, rendant ainsi le coût de la vie très difficile. De Ningimi à ici, c'est un peu plus de 130 km des pistes rurales où c'est uniquement du sable que vous allez utiliser. Même les véhicules, ce n'est pas n'importe lesquels qui peuvent venir. Donc le seul moyen pour nos commerçants d'acheminer des marchandises, ce sont les véhicules Actros qui viennent dans le cadre des travaux des pétroliers à Jauro ou bien à Koulélé. Donc vous voyez, c'est là du coup vraiment, ça a un impact sur le prix de tous les produits que vous connaissez. Quelque chose qui se vend à 1000 francs à Difa, vous allez l'acheter à 2000 ou 2500 francs à Ngourti. Ce qui du coup rend la vie très 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 chère à la population. Cependant, malgré cet état de fait dû à l'enclavement, la vie est au beau fixe dans cette partie du Niger et les populations vaquent normalement à leur activité, le tout sous un climat de paix, de sérénité et de cohésion sociale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.